Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravis de vous savoir à l'écoute de notre grand rendez-vous. Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez, on vous adore, merci d'être à l'écoute. Ce soir, les astres vont vous parler grâce à notre amie Annabelle Guiraud qui est avec nous. Bonjour à tous et tous, et oui, cette semaine, c'est une chronique astro pour Yael pour vous servir, votre horoscope 100% décalé du mois de février. Il est question cinéma ce soir avec notre deuxième amie Valérie Beau. Bonsoir, mais oui, ce soir, je vous invite au cinéma et je vais vous parler du film Tar qui parle de l'histoire d'une chef d'orchestre. On saura tous tout à l'heure de quoi il s'agit. Merci d'être là, Valérie. Et le troisième ami, il s'agit bien sûr de Jean-François Kirisic. Et là, c'est Culturez-vous. Il y a plein de choses avec toi ce soir, Jean-François. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Il y a plein de choses. Oui, il y a Misty Copeland qui est danseuse l'ABT Ballet aux États-Unis à New York. Et nous aurons aussi un petit coup de cœur pour un jeune, oui, 26 ans, il est encore jeune, rappeur qui s'appelle Kevin Abstract. On verra ça tout à l'heure. Ce sera aussi passionnant. À la réalisation ce soir, eh bien, c'est le grand retour d'Amy Aguirre. Merci d'être là. Et bien sûr, Nathan Hidero. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Nous recevons ce soir Florent Pommier, photojournaliste et auteur militant de SOS Homophobie et de MeToo Média, une association toute récente lancée début 2022 pour donner une plus grande envergure à l'affaire PPDA, accusée par plus de 30 femmes de violences sexuelles systémiques. La décision a été prise rapidement d'élargir l'objet de MeToo Média à toutes les affaires de violences sexuelles et sexistes au sein des médias, au sens large, bien sûr, boîte de production, télé, médias alternatifs et boîte de communication inclus. Alors Florent Pommier, bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir, merci. C'est un plaisir de te revoir parmi nous, parce qu'il faut quand même qu'on dise, pour l'anecdote, tu étais quand même chroniqueur à Homo Micro. Oui, il y a quelques années de ça. Ouais. Je reviens, ça fait très plaisir. Ouais, vraiment, et tu as changé complètement de vie, ça fait vraiment plaisir de te voir. Alors dis-nous, quelles sont les principales missions concrètes de MeToo Média, qui est un toute nouvelle association? Oui, ça a un peu plus d'un an. MeToo Média, c'est la prolongation dans le secteur médiatique de la lutte initiée il y a 5 ans, du mouvement MeToo contre les violences sexuelles et ou sexistes. On veut, en gros, dans ce monde des médias au sens large, porter une voix un peu différente et porter soutenir toutes les victimes potentielles d'agresseurs ou d'agresseuses qui sévissent encore ou qui ont sévi dans le monde des médias. On a un pôle d'accompagnement des victimes. On prend des personnes donc au téléphone ou par email, on les oriente ensuite. On organise aussi le 3 mai un grand colloque sur les violences sexuelles et sexistes dans les médias. On n'a pas encore le lieu, mais ça ne serait tardé. Et puis, on prépare des formations à destination des étudiants et étudiantes d'école de journalisme, quelles qu'elles soient partout en France. Alors, MeToo Média est une association de plus grande dans la galaxie de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. En quoi est-ce que c'est complémentaire des autres, dis-nous? Il y a par exemple des associations qui existent déjà et qui sont très très bien, on ne va pas réinventer l'eau chaude, nous toutes. Il y a évidemment CFCV, le collectif français contre le viol, depuis 30 ou 40 ans qu'elle existe. Il y a donc un bon nombre d'associations, mais ce que le mouvement MeToo a changé réellement, c'est que, vous le savez, les victimes désormais sont mieux entendues, et je pense que la société est en train d'évoluer. Il y a beaucoup plus d'écoute, et finalement, il y a aussi beaucoup plus de besoins. Paradoxalement, en fait, ça fait évidemment remonter des nouveaux cas. Il y a des plaintes en augmentation constante depuis 4-5 ans, et il y a des associations qui se créent parce qu'il y a des besoins, notamment des besoins de groupes de parole. On va aussi lancer un groupe de parole entre victimes. C'est toujours important de pouvoir
parler, puis ensuite être orienté. Est-ce que c'est une spécificité de MeToo Média d'avoir des adhérents hommes, Florent? Disons qu'il y a très peu d'adhérents hommes, en effet, dans la plupart des mouvements de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. C'est donc pas une spécificité de MeToo. En revanche, oui, il faut se lever tôt pour voir des hommes. Et on peut le comprendre. Pourquoi? Il y a beaucoup plus de femmes victimes. C'est pas une découverte. Et puis, le climat patriarcal, sexiste l'explique aisément. Donc, beaucoup plus de femmes victimes, malheureusement. Et il y a aussi des hommes victimes. Alors, dans les statistiques, c'est clair. Les hommes sont en fait plus victimes mineures, donc plutôt quand ils sont garçons donc, ou ados. Et les femmes sont largement plus victimes quand elles sont majeures. Voilà, les stats sont là. Et donc, les victimes, hommes et femmes, ont forcément des points communs. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit davantage, hormis dans le monde ecclésiastique, l'Église catholique notamment, pour ne pas la citer, mais on voit davantage de femmes et beaucoup moins d'hommes victimes qui parlent. Alors, les violences sexuelles existent dans tous les milieux sociaux, mais c'est vrai qu'on parle peu des hommes victimes dans le mouvement MeToo, parti des États-Unis, rappelons-nous quand même, il y a plus de 5 ans maintenant, et c'est un train de changer. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, je pense qu'il y a eu un effet... On parlait évidemment des pédocriminels il y a déjà 20-30 ans, mais ils étaient les victimes masculines et féminines, on en a entendu. Mais désormais, depuis la vague MeToo, c'est une ampleur inédite en fait. Et que ce soit des hommes, des femmes, des garçons, des filles, tout commence à remonter. Des gens commencent à sortir d'amnésie traumatique, par exemple, donc de blackout total, totaux. Et forcément, les plaintes vont avec. Pour ceux et celles qui souhaitent porter plainte, c'est pas toujours évident d'aller à la plainte. C'est même un parcours du combattant, j'en sais quelque chose. Je pense aussi que il y a des étiquettes qui se créent avec les réseaux sociaux, ce qui n'existait pas il y a 15-20 ans. Le MeToo lesbien, le MeToo gay, le MeToo inceste, le MeToo... voilà. Donc, il y a des étiquettes désormais, hashtag, etc., avec les MeToo dont je viens de parler. C'est pas juste pour mettre des gens dans des cases, mais c'est qu'en fait, ça permet de libérer la parole, parce que quand on se reconnaît dans un de ces MeToo, on se dit « Bah oui, moi aussi. Et moi aussi, je veux parler, et moi aussi, je vais vous dire que... » Oui. Dis-nous, pourquoi les gays sont-ils aussi très concernés par les violences sexuelles que les femmes hétéros et les lesbiennes? Alors, l'explication réside de nouveau dans le schéma patriarcal et sexiste. Les gays sont pris en majorité pour des gens, en gros, faibles et passifs sexuellement, donc... Tout comme les femmes, on peut les pénétrer comme on veut, sans autorisation. Non, évidemment non. Mais dans le monde gay, il y a quand même quelque chose qui n'a pas encore été bien compris. Et je pense que le MeToo gay n'est qu'à son début, contrairement à d'autres MeToo. Je me demande même s'il y a eu un MeToo gay réel. Beaucoup de gays continuent à se comporter de façon complètement abusive dans certains lieux de drague notamment, envers d'autres hommes, qu'ils soient d'accord ou pas, c'est pas grave. Moi j'ai envie de consommer, alors je consomme. Et ça, c'est pas normal, évidemment. Et c'est aussi pas courant que des hommes s'engagent dans cette lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Qu'est-ce qui t'a, toi, poussé à entrer dans ce combat, Florent? En fait, c'est mon histoire, tout simplement. J'ai été victime moi-même d'un agresseur, d'un prédateur en 2007. J'ai eu 10 ans d'amnésie, un blackout complètement dingue. Quand on n'est pas dedans, on se rend pas compte que le cerveau peut se mettre en veille comme ça. Et le MeToo, le MeToo américain, l'affaire Weinstein, etc., octobre-novembre 2017, d'un coup, j'étais déjà en psychothérapie depuis 2 ans, après les attentats de novembre, et d'un coup, j'ai une sorte d'évidence. Une nuit, j'ai des images, tout est remonté. Alors, pas tout à fait tout encore. L'hypnothérapie, ensuite, m'a permis de mettre
mettre un lieu, visage, des couleurs, des odeurs, etc. Donc et de pouvoir porter plainte. Mais la première explosion, novembre 2017, je sors d'une amnésie, c'est extrêmement violent. Donc, j'ai d'abord pris du temps un peu pour me reconstruire, parce que je suis passé par une grosse phase de dépression et tentative de suicide, et je sais ce qu'il en retourne, quoi. On ressort pas de là-dedans de la même manière qu'on y est rentré, si je puis dire. Et ma façon de me reconstruire, ça a été, de porter plainte. L'enquête a eu lieu. 2, d'être confronté avec le sale type, je peux l'appeler comme ça. Et 3, en fait, de me battre. Continuer à me battre. Moi, je peux pas faire autrement. Avant, j'étais chez SOS Homophobie. J'y suis toujours un peu plus en pointillé. J'ai toujours fait partie d'associations depuis que je suis lycéen. Donc, je crois que c'est une partie de moi qui a besoin de militer, qui a besoin de combattre. Sans ça, je me sens pas utile. Et puis, sans ça, peut-être, je ne me reconstruis pas. Ça a été un puzzle à reconstruire. Maintenant, j'ai envie d'être utile parce que je me sens mieux. On peut dire depuis 1 an et demi, 2 ans, je suis vraiment mieux au niveau santé, physique, morale, psychique, tout ça. Et j'ai envie de donner ma part maintenant, parce que je sais qu'il y a énormément de gens encore, évidemment, qui n'ont pas parlé, qu'ils ne le peuvent pas, même s'ils le voulaient. Je pense que cette voix, il faut la faire entendre. Et bon, j'en suis capable aujourd'hui, donc je le fais. C'est un combat qu'on doit d'ailleurs tous porter. Et il doit y avoir des alliés, comme il y a des alliés de la cause LGBT et QI, il doit y avoir des alliés dans cette lutte contre les violences sexuelles et sexistes, des alliés de gens qui ne sont pas concernés, disons directement, qui n'ont pas été victimes. Et dans MeToo Média, comme dans d'autres assos d'ailleurs, il y a des alliés, des gens qui n'ont pas été victimes, fort heureusement, hommes ou femmes. Tu disais, tu as été victime, tu as traversé des moments d'amnésie. Est-ce que tu peux en dire un peu plus L'amnésie se caractérise par une absence totale de souvenirs pendant... elle peut être partielle. Moi, elle a été vraiment totale pendant 10 ans. Du moment où le type m'a pris le bras, grosso modo, mon cerveau s'est arrêté. Il y a comme un truc dingue. Quand les psychologues l'expliquent, les psychiatres l'expliquent très bien, c'est le cerveau se met en veille, comme presque l'électricité s'arrête, comme un court-circuit, pour protéger ce qui est encore protégeable. Et finalement, tout, c'est-à-dire l'intégrité physique et mentale. Et on peut vivre, après ça, quasi normalement. C'est-à-dire j'ai vécu 10 ans sans y songer. Alors, pas tout à fait normalement, parce que le corps parle, et dans beaucoup de gens que j'entends encore dans un groupe de parole, évidemment, le corps essaie de parler. Et plus on s'approche de la date de levée d'amnésie, ça peut durer 10, 20, 30, 40 ans. Je connais un gars, c'est 40 ans après. Et ben, le corps parle. Des migraines, moi j'avais beaucoup de migraines. Des signes psychosomatiques qui font qu'on se dit, mais d'où ça sort ? Et le jour où ça c'est clair, par exemple, j'ai plus de migraines. Ouais, effectivement. C'est intéressant ce que tu dis là, et moi ça éveille pas mal de choses. Ça réveille pas mal de choses chez moi, parce que il y a eu le livre Un homo dans la cité, où j'ai été victime de choses dans la cité, mais il s'est passé aussi des choses au niveau de mon enfance. Et à l'âge de 20 ans, j'ai énormément souffert des choses que je ne savais pas. Et j'étais victime aussi d'amnésie. Il n'y a que maintenant que les choses sont en train de se réveiller chez moi, quoi. Donc je me pose un certain nombre de questions. Des gens qui sont proches de moi et qui ont aussi... Avec ce que tu dis là, il y a plein de choses qui se rapprochent. C'est ça qui est vraiment fou, comme quoi donc la mémoire, le cerveau, il détient plein de choses, et c'est une véritable mémoire, mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas tout de suite, en fait, c'est ça. Non, ça c'est clair avec le temps, ouais. Et en parler, continuer à en parler, et inlassablement en parler, aide inévitablement les victimes. Et je pense que désormais, tous ceux qui n'ont pas été victimes, je voudrais vous dire, peu importe que vous soyez des fois choqués, on s'en fout. Écoutez ce qui se passe. Le monde est en train de changer. Ouais. Tu as écrit un roman sur ton histoire de reconstruction après le viol subi. Tu prépares aussi un livre photo sur le même sujet, avec l'appui de textes.
En quoi témoigner est important pour toi aujourd'hui, Florent ? C'est thérapeutique, hein. Grosso modo, c'est ça. Hein. Sans ça, j'en serais peut-être au même stade qu'il y a 4-5 ans. Hein. Moi, c'est ma façon. Voilà, je suis journaliste, j'écris, je suis photographe, je suis les deux. Je fais comme je peux, j'exprime comme je peux. Tout ça en essayant aussi d'avoir évidemment une vision d'activisme social derrière. C'est pas juste pour parler de ma petite personne, tout le monde s'en fout à la limite, mais c'est pour que le combat se poursuive. Ouais. Et il y a du boulot. Ouais. Retroussons-nous les manches, pardon. Ouais, effectivement. Alors, tu dis le combat, c'est un mot très très juste. Moi, dans mon entourage, souvent, je combats, je fais des interventions en milieu scolaire et autres. Il y a plein d'hétéros qui me disent ça va, maintenant l'homosexualité, elle est reconnue, vous avez droit à plein de choses. Pourquoi à chaque fois vous battre ? Mais quand on voit l'histoire de Lucas, tout à l'heure, Christophe Martet va en parler dans son intervention. C'est quand même terrible. Donc le combat ne s'arrête jamais, il ne doit jamais s'arrêter parce qu'il y a toujours du travail en fait et du boulot. Et que ce soit en termes de LGBT-phobie ou de lutte contre les violences sexuelles, le combat est loin d'être terminé. Ouais. Ce que n'entendent pas la majorité des gens, majorité hétéro, cisgenre, c'est que les minorités ou les victimes de toutes sortes enfin ont la parole, ont enfin de la place. J'allais dire, le vent tourne, va falloir qu'ils s'adaptent. Ouais. C'est pas à nous de nous adapter. Effectivement. Tour de table, Valérie. Je suis très touchée par ton intervention et effectivement, c'est important de témoigner quand on se sent la possibilité de le faire parce que je pense que ça aide ceux qui ont peut-être pas cette énergie et ça leur permet de se reconnaître aussi et certainement de se construire à partir de ta reconstruction. Donc, c'est très important et je te dirais merci de le faire. Merci de m'accueillir, là. Jean-François. Oui, mais je suis effectivement aussi très touché, mais comment peut-on ne pas l'être par ce récit et par toutes ces choses-là. Ça pose aussi plusieurs questions. La première, c'est lorsque des prédateurs sexuels, quels qu'ils soient, sont authentifiés, parce que souvent ils sont authentifiés depuis très longtemps par différentes personnes. Je pense à l'affaire PPDA. Tout le monde dans l'entourage de PPDA savait qu'il était potentiellement quand même toxique. Voilà, pour pas nommer trop les choses, mais personne ne dit rien, donc il y a quand même une responsabilité d'un entourage. Je parle pas de ses amis, je parle pas de sa garde rapprochée, je parle de gens qui le fréquentaient au quotidien, comme on peut fréquenter ses collègues. Donc je pense que là, il y a quand même des lanceurs d'alerte qui devraient exister à ce niveau-là. Et puis je voulais aussi revenir sur juste une petite chose. Quand tu dis que le combat s'arrête jamais, c'est vrai, aucun combat ne s'arrête jamais. Donc ça, c'est important de le savoir. Merci Jean-François. Annabelle ? J'ai une question sur l'amnésie traumatique. Comment l'as-tu décelé, cette amnésie ? C'est venu petit à petit avec le temps, tu t'es dit, mais il y a quelque chose qui déconne en moi, et tu es allé vous faire voir un psychothérapeute. Est-ce que c'est un autre choc ? Comment ça se passe ? Comment on le sait ? C'est une bonne question. Souvent, c'est par un nouveau choc. Effectivement. Dans mon cas, c'est les attentats de novembre 2015. Bizarrement. Bon, pas bizarrement, ça a été un choc. Mais j'ai été 3 jours après, j'étais dans un cabinet de psy et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Il y avait des angoisses de dingue. En fait, ça a commencé à réveiller les angoisses passées, donc dues au viol, mais je n'arrivais pas à le comprendre. J'ai mis 2 ans à le comprendre et petit à petit, au bout des 2 ans, je tournais autour de la zone, de la personne en question, de l'agresseur. Je tournais autour de ça sans arriver à mettre le puzzle en place. Et arrive MeToo, la vague MeToo, les témoignages de plein de monde. Et là, c'était clair. Ça fait écho. Ça a fait écho, mon cerveau a tout fait remonter. Et pour moi, ça s'est passé comme ça. Il y a sûrement d'autres façons que ça remonte, mais ça ne se fait pas en un jour, effectivement. Merci Florent. On peut trouver ton premier roman ? Je cherche un éditeur. Ouais. Il n'est pas encore édité, mais j'envoie. Ouais. Si vous êtes intéressé, si un éditeur nous écoute. Voilà, mais il est fin prêt, il est tout chaud. Il a été relu par une agente littéraire et par des lecteurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Florent. Tu peux rester avec nous si tu le souhaites pour la suite Je reste. de l'émission. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Et nous sommes donc avec Nathan qui va nous proposer et présenter le
premier morceau musical. La musique que nous allons écouter maintenant, il s'agit du coup d'une musique que j'adore parce qu'en fait l'artiste que j'ai écouté, il s'appelle tout simplement c'est Emotional Oranges. Je les ai présentés la semaine dernière. Si vous avez écouté l'émission, vous savez de qui je parle. Et aujourd'hui, on va continuer avec un nouveau morceau puisque je trouve que leur vibe est tout simplement incroyable. Il s'agit tout simplement du morceau West Coast Love. On écoute ça tout de suite. Crystal, I was sipping when he slid and he say, can I kick it? Yes you can I kick it? Yes you can I kick it? Yes we can. Jukebox on a black top, that's that West Coast love. After school hooking up in your drop top, West Coast love. Shooting fireworks in the sky, oh how the time goes by. Boy how you never left my mind, that's that West Coast love. West Coast love never left my mind. West Coast love never left my mind. Can we take it back to the bay when we bounced at the sound of my favorite band playing? Pull up to the park one day, watch you shoot, it was cute, so I slid and I say, can I kick it? Let me know, can I kick it? Boy, you gotta let me know. Take the PCH home, put some X and O's, pour the juice, we gon' set the tone. Let's get it on now. Jukebox on a black top, that's that West Coast love. After school hooking up in your drop top, West Coast love. Shooting fireworks in the sky, oh how the time goes by. Boy how you never left my mind, that's that West Coast love. West Coast love never left my mind. West Coast love never left my mind. I just need you to ride for me. All you gotta do is spend time with me. Need me a man that'll die for me. Oh yeah. I just need you to ride for me. All you gotta do is spend time on me. Need me a man that'll die for me. Oh yeah. Jukebox on a black top, that's that West Coast love. After school hooking up in your drop top, West Coast love. Shooting fireworks in the sky, oh how the time goes by. Boy how you never left my mind, that's that West Coast love. West Coast love never left my mind. West Coast love never left my mind. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on se retrouve alors avec autour de moi Valérie. Dis-moi Valérie, tu es de quel signe? Cancer. Cancer. Et toi Jean-François? Lion. Notre invité? Lion aussi. Lion. Nathan, tu es de quel signe? Je suis Gémeaux. Et toi, Amy? À ton avis? Ah, bah dis-moi, Sagittaire? Non. Non. Lyon? Non. Mais je le prends bien, Lyon, j'aime bien. Capricorne? Non. Ah, tu vas nous dire. Je suis Scorpion. Scorpion. Moi, je suis Sagittaire. Et tout de suite, nous allons être à l'écoute de Annabelle, qui est de quel signe? Cancer. Cancer, Annabelle. Allez, avant de passer au signe, on va regarder ce qui se passe dans le ciel astral. Alors, 2 points notoires à signaler. Si tu as le sommeil compliqué, tu es facilement insomniaque, je te conseille de noter le 5 février dans ton agenda. C'est la pleine lune. Quant à la nouvelle lune, ce sera le 20 février, une bonne date pour débuter de nouvelles initiatives. Alors après cet agenda lunaire, on va parler de toi, de tes prévisions pour le mois de février. Allez, on y va. Avec le signe du moment,
le Verseau. Ça fait 2 chroniques que je te l'annonce. Eh bien, aïe, t'es en marche pour la révolution, pour ta révolution. Grâce à l'appui de Jupiter, tu vas rayonner. Tes idées vont trouver écho. De nouveaux liens devraient voir le jour. Et cela devrait t'emmener vers de nouveaux horizons. Lesquels ? Je vois bien un petit combo amour, travail, déménagement. Ah, pour sûr, ton karma va changer d'ici la nouvelle lune du 20 février. Alors, prêt, feu, partez. Poisson, toi, ma petite beauté, tu vas mettre des paillettes dans ta vie et celle des autres. Écoute ça, tu vas entreprendre des projets avec un soutien inconsidéré de ta moitié. T'en as pas ? Elle ne devrait pas tarder. Côté business, t'as trouvé le bon filon qui t'amène au profit. Ah, tu te sens bien dans ta tête, dans ton petit body, aligné avec toi comme jamais. Bélier, quel mois de février pour toi. T'as une aura à illuminer tout Paris. On va voir que toi. Tu es sur tous les fronts et ça marche. Pour ça, tu fais fi d'une organisation inhabituelle. C'est plus le souk dans ta tête, mais tu veux tellement rien oublier que l'on retrouve des post-it un peu partout chez toi. Bélier, touche ton front. Ouais, là aussi, t'as un post-it de coller. Avec tout ça, tu n'oublieras pas ta moitié ou ton rendez-vous avec ton nouveau date. Car l'amour, c'est essentiel aussi pour toi. Taureau, en ce mois de février, tu sors de ta caverne pour des conférences, des restos, des rendez-vous galants et même des sorties pas prévues, décidées au dernier moment. Si, je te dis, tu es branché en mode créatif, dans l'extraversion totale par rapport à d'habitude. La nouvelle lune du 20 février te sourit. Ton petit cœur de romantique va être tout chamboulé. Prudence toutefois aux grandes diseuses et grands diseurs qui font souvent guerre ce qui elles clament. Gémeaux, éternel optimiste et curieux de la vie. Tu as toujours une dizaine de projets en tête. Donner du sens à ta vie. Un pléonasme pour toi. L'objectif ce mois-ci, prioriser tes actions en fonction de leurs urgences, leurs nécessités. Et oui, tu ne peux pas tout faire en même temps. Construire un télescope, partir au Baléares, enregistrer un album de musique, tout en étant assidu à ton boulot. T'es pas Anna Krishna. Faut choisir. Côté cœur, tu es attendu. Les paroles, c'est bien. Les actes, encore mieux. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Cancer, tout en intuition, petit crabe. T'es pas le meilleur signe pour jouer au poker, mais tu en as toute la stratégie. Tu as 3 coups d'avance. Une véritable Mary Poppins, toujours équipée face à l'imprévisible envisagé. Résultat, strike avec l'obstacle et tu continues ta route. Avec la nouvelle lune, attends-toi aussi à un double effet Cliscool. Une fulgurance qui devrait t'amener à faire des rencontres intéressantes et fructueuses sur le plan financier. Lion, t'es tracassé en ce moment par une histoire de crush relou ? J'ai une bonne nouvelle. Tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici la pleine lune. Marque de la fin d'un cycle. Néanmoins, ce ne sera pas sans effort. Oui, les astres te guident, mais font pas à ta place. Et bref, faudrait être dans la fermeté, l'autorité, la rigueur et tenir bon. Et pour te récompenser de tes efforts, Cupidon devrait pointer le bout de son nez. À la nouvelle lune, donc ça veut dire vers le 20 février. Tu vois, au final, il y a toujours une justice dans la vie. Vierge, un mois où tes qualités relationnelles vont être soumises à dure épreuve. D'un côté, satisfaire ta moitié en preuve d'amour. T'inquiète, tu vas trouver, il doit bien y avoir des tutos sur YouTube. Et côté pro, tu tombes sur pas mal de relous ce mois-ci. En fait, tu vas passer pas mal d'influx à gérer du relationnel plutôt que d'avancer sur ton projet. Et ça va t'agacer. Jusqu'au 20 février, toujours cette nouvelle lune, mais elle est marquante. Alors un conseil, fais le point dans ta poche, jusqu'à la Saint et mai. Tu ne te feras pas en papaouter. Balance, ça fait quelques mois que tu as envie que ça bouge. C'est chose faite en février. Tu vas jouer la singularité. Ça te plaît bien. Tu vas gagner en confiance et cela pourrait bien se conclure par un nouveau poste et une promotion salariale. Par contre, tous ces changements pourraient beaucoup ennuyer ta moitié, parce que t'es plus assez pour elle, t'es plus assez là pour elle. Et si t'es célib, c'est un mois de rencontre. Ça vient, ça repart. T'es averti, Scorpion. Bon, tout va bien. Je sais pas ce qui va se passer exactement, mais on dirait que tu vas obtenir un crédit, obtenir une prime. Tu as un projet de déménagement pour plus grand. Tu t'installes avec ton amoureuse ou ton amoureux. Je sais qu'en ce moment, tu as des cœurs dans les yeux quand tu regardes ton crush. Et pour clore le tout, tu vas avoir la meilleure des Saint-Valentin de tous les signes. Ouais. Il va juste falloir redescendre un petit peu de ton nuage. Dans les premiers jours de février, il y a de la négo dans l'air au boulot. Sagittaire, comme tu l'as constaté, Brahim, l'année a commencé sur les chapeaux de roue. Ouais. Heureusement, février est la fenêtre de tir.
où tu peux espérer sortir des sentiers battus, expérimenter, t'amuser, faire de nouveaux trucs qui te dépaysent. Profite à fond, car la nouvelle lune sera vite là, le 20 février. Ce qui marquera un retour dans les ordres, dans les rangs, avec le sacro-saint repas familial dominical et le retour de Jean-Jacques de la Comta, qui oublie toujours un truc sur ta feuille de paye. Ah oui. Capricorne, coquinou, capricornou, ça flirte comme disait à mon époque, ça dragouille, ça descend son pull sur l'épaule en regardant du coin de l'œil, et puis ça offre un verre. Car oui, en plus, ta carte de Gaulle se porte bien. Ah, je sens que tout ça te donne aussi envie d'un peu de changement professionnel. Alors mon conseil, tu y réfléchis bien, comme tu sais bien le faire, et tu te fies à ton intuition, comme d'hab. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. À très vite. Ta compagne, elle est de quel signe? Elle est bélier. Bélier. Elle va illuminer tout Paris. Ah. Et alors, est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce signe-là, notre invité, Florent? Pas totalement, à vrai dire. J'ai déjà un amoureux. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y avait déjà? Ouais, non, mais non, je n'étais pas tout à fait content. Je suis pas content, en fait. Ah oui, tiens. Non, ça va. Non, s'il y a des choses qui déconnent, ça devrait entrer dans l'ordre. Ah, bah ça, c'est bien. Mais ça, tu dis bien. que t'as... Non, mais je suis pas trop tracassé. Ouais. Non, je suis pas tracassé. Tu disais que tu avais un amoureux, il y a peut-être un troisième qui va rentrer dans le là, non, mon Dieu. C'est compliqué, ça. Non. Valérie, tu t'es retrouvée? On verra s'il y a des choses financières, je crois, donc à voir, des belles rencontres. Voilà, c'est pas des sujets sur lesquels on peut s'en plaindre. Jean-François? Alors, je suis un peu comme Florent. Moi, je trouve pas complètement mon compte, mais en fait, il y a une petite chose qui m'inquiète parce que tu m'as dit qu'il fallait. Enfin, tu nous as dit pour les Lions qu'on devait bosser pas mal et que les astres n'allaient pas tout faire. Moi, j'ai fait un pari très con avec un pote. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelqu'un pour faire un dîner aux chandelles à la Saint-Valentin. C'est le genre de choses que je déteste, mais cette fois-ci, je sais pas pourquoi, ça m'amusait. Voilà, donc je vais voir si ça bosse bien, je te dirai ça après. Ok. Merci en tout cas pour ces signes astrologiques qui nous font du bien et ça nous donne de l'énergie pour aller de l'avant et c'est vraiment super. Merci Annabelle. Merci à vous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Avec Denis Martin Chabot dans Planète Arc-en-Ciel à Montréal, c'est le 2e salon du livre queer de fierté littéraire, un événement qui a connu un énorme succès l'année dernière. Alors Denis Martin Chabot, notre collaborateur à Montréal, est également le directeur général et artistique de Fierté littéraire. Il nous parle de ce salon qui pourrait être écouté ici en Europe, surtout tendez bien l'oreille, car ces activités sur scène seront diffusées en direct puis en différé sur YouTube et Facebook. On écoute. Bonsoir Brahim. Le 2e Salon du livre queer de Fierté littéraire aura lieu le week-end qui vient, les 4 et 5 février, à Montréal, au Québec. Sous le thème « Quand lire rime avec queer ». Ce salon sera coprésidé par Dimani Mathieu Cassando, artiste de la narration visuelle, et Jonathan Bécotte, auteur. Une trentaine d'auteurs, autrices et auteurs sont attendus en séance de dédicace dans la grande salle, mais il y aura aussi sur scène une programmation variée. D'abord, des discussions sur l'univers du fantastique et de la science-fiction, ainsi que sur les livres graphiques dans la littérature queer. Ce sont 2 thèmes très peu abordés habituellement dans ce genre de rencontres littéraires. Évidemment, nous avons des activités pour les jeunes et les familles qui sont prévues en matinée avec, on le sait, des heures du conte. C'est un peu controversé dans certains endroits du monde, ici aussi, mais on le fait pareil. Donc, 1 heure avec la drag queen Jessie Précieuse, qui a été de l'émission de télé-réalité Call Me Mother. Et il y aura aussi une autre heure de conte avec des drag kings cette fois, Hervé Métal et Rock Bière. Il y aura aussi un atelier de dessin et de travail littéraire pour les enfants toujours en matinée. Et puis, on va présenter des entrevues avec les 2 coprésidences d'honneur qui nous feront également leur prescription littéraire. Et les journées se terminent par des lectures publiques en fin de journée, donc on couronne donc les activités. Le samedi, c'est en français et le dimanche, c'est en anglais. Alors, je vous dis ça à Paris parce que c'est important. Nos activités de fierté littéraire, puisque j'en suis évidemment le directeur général et artistique, seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube de Fierté littéraire. Donc, on pourra suivre en direct et plus tard en différé. Ça se déroule donc les 4 et 5 février 2023 de 10h à 17h. Ça, c'est l'heure de Montréal. Ajoutez 6h à Paris.
Fierté littéraire, donc, c'est un organisme qui célèbre la littérature queer, ses auteurs, ses autrices et ses auteurs. Depuis 11 ans, Fierté littéraire présente un festival annuel dans le cadre de Fierté Montréal qui inclut des concours comme Queer Academy, Le combat homo, des livres et des paillettes, des cabarets littéraires, transport littéraire, la diversité en toutes lettres et participe aussi à plusieurs autres fiertés au Québec. Fierté littéraire, on a publié 5 collectifs jusqu'à maintenant. Brahim. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Ça nous fait voyager, hein, l'accent québécois de Montréal. Florent. Et oui, on traverse l'Atlantique tout de suite. Ouais. J'adore. Ouais. C'est cool votre chronique là, votre correspondant. Merci Denis Martin Chabot qui voyage souvent à Paris, donc on le recevra très très vite, mais avec nous, il est toujours au moins avec nous une fois par mois. Et tout de suite, il est l'heure d'écouter, de tendre l'oreille. C'est Valérie Beau dans J'écris ton nom pour nous parler cinéma. À toi Valérie. Et oui, c'est l'heure du cinéma. Alors donc, je suis allée voir le film Tar. C'est un film sorti en salle ce mercredi. Une polémique s'est répandue. Ce film est-il lesbophobe ? J'ai voulu en juger, je l'ai vu pour vous. Tout d'abord, de quoi s'agit-il ? Lydia Tarr est une chef d'orchestre au sommet de sa carrière. Elle est aussi compositrice et dirige le très prisé orchestre de Berlin. Elle est sur le point de publier un ouvrage très attendu et elle prépare le concert de la célèbre symphonie numéro 5 de Gustav Mahler. Mais sa vie va basculer. Elle n'est pas étrangère à ce revirement. Je vous laisse découvrir l'effet boomerang. Lydia Tarr est jouée par Cate Blanchett, qui interprète avec maestria cet artiste au pouvoir de domination et de manipulation. Et on est en plein sur le sujet sur lequel tu es venu ce soir. Sur l'échiquier, elle règne. Le réalisateur Todd Field a écrit ce rôle pour cette comédienne. À la Mostra de Venise, Cate Blanchett a reçu la coupe Volpi comme meilleure interprète féminine et le film est largement nominé pour les Oscars. On découvre très vite qu'en toile de fond, Lydia Tarr est mariée à Sharon, jouée par la très belle Nina Hoss, virtuose violoniste de son orchestre. Les deux femmes ont une fille, Petra. Lydia assume tout à fait publiquement être lesbienne. On comprend aussi la relation ambiguë qu'elle entretient avec son assistante personnelle, la trouble Francesca, jouée avec brio par Noémie Merlan. Lydia Tarr est féministe et apporte un soutien constant à la création contemporaine féminine, militante à la tête d'un programme boursier d'aide aux jeunes compositrices. Ni ange ni démon, elle est humaine, lesbienne et imparfaite, dévoreuse de vie, femme de pouvoir. Cela ne fait absolument pas de ce film un film lesbophobe. Le sujet est ailleurs. Tarr nous parle tellement d'elle en profondeur lorsqu'elle parle de son travail. De sa main gauche, elle sculpte la musique et de sa main droite, elle est maîtresse du temps. On ne peut pas démarrer sans moi, c'est moi qui démarre les horloges, dit-elle. Cate Blanchett est fantastique, le personnage ne cesse de se dérober au fur et à mesure qu'il se dévoile. La richesse du film provient de sa finesse, de sa complexité subtile. Que se passe-t-il dans la tête de cette femme ? À quel point va-t-elle sombrer ou pas ? Rien n'est défini ni définitif. C'est une réinterprétation permanente. Le réalisateur nous interroge sans fermer les portes. La photographie est soignée, la musique est un bonheur continu. Nous sommes happés par la 5e symphonie de Gustav Mahler, façon Lydia Tarr. La musique s'empare de nous et en rentrant chez moi après le film, je l'avoue comme une obsession, je me suis précipitée à réinjecter dans mes oreilles l'adagietto de la dite symphonie. Et ça, c'est ce que j'avais préparé. Et en t'écoutant ce soir sur MeToo, eh bien, on est aussi dans ce sujet. C'est comment cette femme dominatrice, certes extrêmement brillante, arrive à manipuler autour d'elle. Et sans vous dévoiler le film, comment finalement, on va dire heureusement, il va y avoir des grains dans l'engrenage et ça va se retourner contre elle. Et jusqu'où, ça, je vous laisse le découvrir. Ça vous fait réagir, hein, Florent? Ça me donne envie d'aller le voir. Ouais. Je voyais cette affiche, je dis c'est quoi ce truc Tar? Tu l'avais vu déjà l'affiche? Ouais, j'ai vu l'affiche, c'est une drôle d'affiche. Tar, j'ai dit c'est bizarre. D'où ça sort? Voilà, maintenant j'ai compris. Oui, je vais sûrement aller le voir parce que tous ces films sur ce sujet m'intéressent beaucoup et en plus ça a l'air assez enlevé,
tout en étant subtil dans l'approche, dans le scénario. Voilà, oui, et assez étonnant. Jean-François? J'ai bien envie d'aller voir ce film, effectivement, qui réunit quand même deux belles choses. Il y a déjà Cate Blanchett, que j'ai eu l'occasion de voir sur scène à Paris, au théâtre. Il y a quelques années au Théâtre de la Ville, magnifique, en anglais dans le texte, mais superbe. Et puis le sujet de la musique, de cette femme un tout petit peu complexe et en même temps qui a envie de réussir, etc. Donc, je trouve ça assez fabuleux. Et je fais confiance à Valérie de toute façon, mais ça, il va sans dire. Merci. Alors Valérie, ce film finalement t'a séduit. Qu'est-ce que tu as retenu exactement? Dis-nous en dehors de... Eh bien, en fait, je ne vous conseille pas de regarder la bande-annonce parce que c'est pas du tout le rythme du film. Je suis allée le voir, je dirais, pas barre de voir pour vous en parler, mais pour me faire vraiment une idée et par rapport à cette polémique sur la lesbophobie ou pas. Mais voilà, j'avais un peu peur en fait que le film soit violent. Et je suis assez sensible, alors je me suis dit, bon, je vais le voir, mais bon, voilà, j'étais un peu sur le qui-vive. Et en fait, il m'a surpris parce qu'il y va tout en finesse. Et j'ai pas eu, en fait, voilà, il m'a pas fait stresser, mais il est subtil, vraiment. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai passé un bon moment, mis à part qu'il fait aussi réfléchir et puis que l'on est dans cet univers de la musique. Mais vous fiez pas au rythme de la bande-annonce. Je me méfie des bandes-annonces trop punchy. Et des affiches, comme disait tout à l'heure voilà. Florent. Et puis bon, voilà, les comédiennes sont absolument toutes extraordinaires. La française, là, Noémie Merlan, est vraiment stupéfiante. Et le réalisateur a mis une quinzaine d'années pour le faire, donc ça a été vraiment réfléchi. Ouais. Il a été pensé. Merci Valérie. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et c'est le moment de Culture et vous, avec Jean-François Curisic. Et oui, culture et nous tous. Et aujourd'hui, c'est pas une exception, mais je vais vous reparler danse. Après, je vais me calmer un petit peu, promis. Danse et musique. Donc, ça va bien ensemble finalement. Je voulais vous parler de la charmante danseuse qui s'appelle Misty Copeland, qui est une danseuse, ce qu'on appelle principal dancer aux États-Unis. Elle est à l'ABT, l'American Ballet Theatre, à New York. Et je voulais vous conter un peu son parcours parce qu'elle l'a raconté elle-même dans un roman d'une autobiographie assez romancée parce qu'elle écrit très bien, qui s'appelle Une vie en mouvement. Alors c'est une jeune femme qui est née dans l'Arkansas, je crois, en 1982, et elle n'a pas eu forcément énormément de chance parce que quand on vit dans une petite bourgade comme ça et qu'on est la petite dernière de 4 enfants, c'est toujours un tout petit peu compliqué de s'épanouir et surtout de trouver une place et une légitimité. Sa mère déménageait assez régulièrement, avait différents compagnons de route pendant toutes ces années et tout ce petit monde-là cohabitait un peu cas un cas jusqu'au déménagement en Californie du côté de San Pedro où elle rencontre une jeune femme qui s'appelle Cynthia Bradley. On peut lui rendre hommage aujourd'hui parce qu'elle est quand même partie prenante dans sa future carrière, qui lui montre un petit peu ce qu'est la danse classique, voyant en elle une espèce de potentiel. Et à partir de là, ça s'est enchaîné. Elle est devenue red dingue du ballet classique, tout en aimant aussi le modern jazz, tout en aimant aussi la culture urbaine, parce qu'elle est quand même issue de Los Angeles, où la culture urbaine, le hip-hop et le jazz sont assez présents. Et de fil en aiguille, cette magnifique Misty Copeland monte les échelons, rafle tous les prix, dans des petits rôles, certes, mais une grande visibilité. Mais on lui fait très très vite comprendre qu'elle est exceptionnelle, elle est jolie, elle a beaucoup de talent, mais elle est black. Et lorsqu'on est black, aux États-Unis, comme partout, j'imagine un peu, quand on est issu d'une minorité, on n'avance pas aussi vite que tout le monde. Et ça reste quand même un énorme problème. Elle ne se laisse pas abattre. Elle est quand même soutenue par plein de gens, par sa prof, par des gens qui croient en elle, toutes tendances confondues. Et c'est ça qui est quand même extraordinaire. Et de fil en aiguille, elle fait un stage d'été à San Francisco où elle rencontre plein de gens sympas qui lui disent « mais vas-y, mais défonce donc moi tout ça, reste pas là, deviens celle que tu dois devenir ». C'est quand même quelque chose d'assez important quand on entend ce genre de choses. Et elle décide de tenter sa chance à New York. C'est la ville qui fait rêver non pas seulement les Français, mais j'imagine pas mal d'Américains, même des Californiens.
Donc elle monte directement à New York en s'inscrivant sur un coup de culot, comme ça. Elle passe une audition, elle s'inscrit à un stage d'été à l'American Ballet, qui est quand même une institution parmi les institutions. Elle rentre assez facilement parce qu'elle a effectivement un grand talent. Elle a la confiance du directeur de l'époque, mais on en arrive toujours à la même chose. Elle est black, donc il y a un certain nombre de rôles qu'elle ne dansera pas. Et son combat, il est double. Il est dans la danse parce qu'il faut qu'elle s'impose dans un milieu où c'est quand même assez compliqué. Et en même temps, elle a un combat pour les droits civiques, pour sa visibilité et aussi celle des autres. Et en 2015, je crois, elle est nommée danseuse étoile. C'est la première danseuse étoile black américaine qui est nommée dans une telle institution. Mais elle a croisé quand même énormément de gens. Elle a croisé des gens du ballet de Harlem qui l'ont un peu poussée, qui l'ont même poussée à aller dans un monde de ballet mixte au lieu de se contenter d'être dans un ballet afro-américain, ce qui est déjà génial parce que c'est une compagnie extraordinaire. Mais voilà, ils l'ont poussée à aller plus loin et à sortir de là. Ils ont senti qu'elle avait ce combat en elle. Et voilà, rien que pour ça, elle mérite d'être lue et d'être vue, surtout sur YouTube, parce que je crois qu'elle n'est jamais venue danser en France. Peut-être qu'un jour, elle viendra. Ouais. Donc, qu'on invitera au micro. Comme elle sera au micro, absolument, mais on l'accueille avec grand plaisir, évidemment. En plus, elle est vraiment magnifique. Elle s'appelle Misty Copeland. Le titre du livre, c'est Une vie en mouvement, aux éditions Belfond pour la première édition, et puis en poche, si vous voulez dépenser 5 € pour elle, ça vaut vraiment le coup. Et là, on va passer tout à fait à autre chose. On va parler rap, Gay. Alors, on va parler rap, on va parler hip-hop avec un jeune artiste afro-américain qui s'appelle Kevin Abstract, qui est un rappeur qui a quand même il a 26 ans, mais il a quand même commencé très jeune. Les rappeurs commencent quand même assez jeunes. Et puis, coup de chance, il n'a pas été assassiné. Donc, on est quand même assez content qu'il soit avec lui. Il a 26 ans et on sait qu'en ce moment, le hip-hop aux États-Unis, ça devient un tout petit peu compliqué. Donc, lui est toujours parmi nous. Et c'est tant mieux, c'est un jeune prodige. Il a fondé un collectif qui s'appelait Brockhampton. Hampton, c'était le nom c'est le nom de sa ville de naissance. Et il a décidé de se lancer, évidemment, dans cette culture-là. Il a une particularité, c'est un amoureux du son, de toutes les bidouilles sonores, en fait, toujours dans un flow constant, dans un hip-hop très, très californien. Voilà. Et il s'est lancé en solo et il a sorti un album, puis 2, et puis un 3e qui s'appelle American Boyfriend. Donc ça veut un peu tout dire et ça signe un peu le personnage, puisque Kevin Abstract est l'un des rares rappeurs à avoir assumé son homosexualité aux yeux de tous. Donc, ce qui, dans le rap américain, est un peu compliqué. On en connaît quelques-uns. Je crois qu'il y a Frank Ocean. Et puis, il y en a encore un autre qui a dû faire son coming out, on va dire, musical, parce que c'est là que ça se situe, en fait, et ça part de là. Et il a quand même conçu cet album, American Boyfriend, autour de son histoire, son enfance, sa sexualité. Il a mis tout ça là-dedans, ça fait 40 minutes, et c'est quand même assez génial. La musique est exceptionnelle. Même si vous n'aimez pas le rap, parce que le rap, ça fait toujours peut-être de loin un petit peu peur, mais en fait, non, c'est magnifique, c'est vraiment sublime, c'est une très belle musique. C'est un album fondateur, parce qu'il exploite vraiment ça de bout en bout. Voilà, il n'est pas encore très connu en France, donc je ne sais pas s'il écoute Homo Micro au fin fond de Los Angeles, on ne sait jamais. Certainement. Il y a bien des gens qui traduisent, Brahim, l'émission en anglais, non ? Tout à fait. Voilà, donc ça mérite l'attention du public, et je suis ravi de contribuer à cela. Voilà, et pour terminer, nous avons le morceau qui s'appelle Baby Boy, qui est extrait de l'album Arizona Baby. Every time I find myself, I feel so lost. And every truth that I discover feels so false. And every mountain that I climb that seems so tall. It only felt that way cause the valley was so small. Excuse me while At this point you're pretty much out of my mind. But when I close my eyes I think about you every time. At this point you're pretty much out of my mind. But when I close my eyes I think about you every time. Spend my days alone. One guy left me all alone. He's all I got. He's all I got. I should let him know how much I need him now. He's all I got. He's all I got. Something is missing now. I need to find the right way to your house. Headlights pointed at the dime, stuck in a
to your house. Headlights pointed at the dime, stuck in a mosh pit, lost in the crowd. At this point, you're pretty much out of my mind. But when I close my eyes, I think about you every time. At this point, you're pretty much out of my mind. But when I close my eyes, I think about you every time. Tell me if I'm in the wrong here. You know we belong here. You know that I'm sincere always. Why am I outside your hotel? I'd rather you hold me. That's what you told me. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Émission avec Christophe Martel dans Committed LGBT+. Committed. Christophe, bonsoir et bonne année à toi. C'est toujours le moment de te fêter une bonne année. Il reste quelques jours pour ça. Bonsoir. Quelques jours. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous. Bonne année, oui. Bonne année. 2023. Ouais. Merci. Alors, tu démarres avec bien sûr une nouvelle qu'on savait déjà, malheureusement, le suicide du jeune Lucas. 4 de ses camarades seront jugés pour harcèlement. Oui, alors c'est vrai qu'on se souvient que le jeune Lucas, donc c'est un adolescent de 13 ans qui s'est donné la mort le 7 janvier dernier, si je ne me trompe pas, et qui était victime de harcèlement, et notamment en raison de son homosexualité, qu'il n'avait pas caché à ses camarades de classe. Donc tout ça, ça se passe dans les Vosges. Et ses parents, d'ailleurs sa mère, ce matin, a témoigné dans une conférence de presse pour expliquer que, selon elle, son suicide serait directement lié effectivement à ce harcèlement scolaire. Et je pense que là, la justice a voulu marquer un coup parce que 4 mineurs, en effet, vont être jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide. C'est comme ça que ça a été présenté par le procureur de la République d'Épinal. C'est vraiment une histoire horrible parce que j'ai écrit dans un édito récemment, c'est que voilà, on se bat depuis 50 ans, enfin moi je me bats depuis 50 ans, enfin quasiment pour les droits LGBT, et c'est vrai que voilà, les choses évoluent difficilement, lentement, trop lentement, et c'est pas normal qu'aujourd'hui, c'est trop triste qu'un jeune ado puisse se dire j'ai pas d'autre choix que de mettre fin à ma vie, quoi. Donc voilà, cette histoire, on espère qu'enfin l'éducation nationale prendra conscience que c'est pas que des moqueries, c'est pas que des paroles en l'air. Non, parfois, effectivement, l'homophobie tue, et cette affaire, j'espère qu'elle pourra, en tout cas, servir à vraiment que cette prise de conscience aille au-delà des mots, comme les mots qu'a prononcé le ministre, avec beaucoup d'émotion, mais que vraiment des mesures fortes soient prises. 10 ans du mariage pour tous et toutes, chemsex, archives, réfugiés. Quelle action LGBT à la mairie de Paris en 2023? Tu vas tout nous dire, Christophe? Oui, il se trouve que mercredi dernier, donc l'adjoint à la maire Jean-Luc Romero-Michel, donc que vous connaissez bien, qui s'occupe en particulier des discriminations et qui a le dossier des questions LGBT sur son bureau, a fait une conférence de presse pour présenter les projets de la mairie en 2023. Donc, comme tu l'as dit, les 10 ans du mariage pour tous. Donc, il y aura le 17 mai une grosse journée de célébration avec des tables rondes, avec
y compris un bal le soir. Mais la mairie voulait aussi mettre un peu, faire un peu le point sur le centre d'archives. On sait qu'il y a une partie un peu de ping-pong entre les institutions d'un côté, le collectif Archives LGBT et les autres associations qui s'occupent des archives. La mairie fait quand même, en tout cas c'est mon point de vue, pas mal d'efforts pour que ce centre ouvre. Le lieu a été trouvé dans le 19e et la mairie a mis sur la table 300 000 € pour réaliser les travaux en vue de l'ouverture. Donc là, on espère qu'effectivement, après toutes les polémiques qu'il y a pu avoir, les noms d'oiseaux qui ont été portés à droite à gauche, on espère qu'enfin les choses vont pouvoir se faire. Et puis, je rappelle aussi que la mairie va ouvrir avec l'Ardis et d'autres associations un centre d'accueil pour les personnes demandeuses d'asile et pour les personnes trans. Les personnes les plus précaires, on va dire, de notre communauté vont pouvoir être accueillies dans un grand centre près de 500 mètres carrés, assez joli. Enfin, je l'ai visité il y a quelques semaines, rue Malher, donc dans plein cœur du Marais. Je trouve que c'est bien que justement les personnes les plus précaires puissent être bien accueillies dans des lieux confortables, agréables. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut saluer parce qu'il y a un vrai combat des associations pour ce lieu et qu'aujourd'hui, il va bientôt ouvrir. Voilà. Il nous reste 2 minutes, Christophe, pour traiter le pape François. Oui, rapidement, parce que le pape François, il a déclaré qu'effectivement, l'homosexualité n'est pas un crime. Il se positionne, ce qui est plutôt pas mal, vis-à-vis des questions LGBT par rapport, il est favorable à la dépénalisation, mais il maintient quand même l'idée que c'est un péché. Donc ça lui a valu quand même quelques remarques un peu acerbes de certains et certaines sur les réseaux sociaux. En Allemagne, la mémoire des LGBT, victimes LGBT+, il y a des choses à dire concernant une commémoration Oui, parce que c'était donc le 27 janvier dernier, la commémoration de l'Holocauste, et notamment en Allemagne. Et pour la première fois, le Parlement allemand avait mis l'accent sur les victimes des victimes LGBTI+, de cette période. Et c'était la première fois donc qu'on mettait l'accent sur ces communautés pour expliquer que effectivement le groupe des LGBT était, selon la présidente, par exemple, du Bundestag, elle disait « Ce groupe est important pour moi parce qu'il souffre toujours d'hostilité et de discrimination. » Donc, voilà, c'est encore un pas vers la reconnaissance aussi de cette histoire qui a parfois été négligée. Pour finir, Christophe, Sébastien Delage sort Rien compris, son premier album Ma bipolarité, c'est mon super pouvoir. Oui, c'est Jolan Mafi, qui est journaliste alternant à Comitid, qui a réalisé cette interview de Sébastien Delage. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez, moi je ne connaissais pas bien, mais il a sorti effectivement son premier album que j'ai écouté, qui est vraiment très, très sympa. Donc, je vous recommande de le découvrir. Un chanteur gay qui est très à l'aise avec ça, même s'il raconte qu'effectivement, parfois, dans les maisons de disques, on lui a dit non, parlez pas trop de votre homosexualité, c'est pas ce qu'il faut faire. Et donc, je vous conseille de lire cette interview et d'écouter son album. Au mois prochain ? Voilà. Oui, tu m'as dit faire vite, donc je me dépêché, mais oui, bien sûr, avec plaisir. Et j'ai retenu que, il y avait un projet dans le 19e arrondissement, et on est dans le 19e arrondissement, et tout de suite, moi, j'ai une idée qu'on aille produire de temps à autre des émissions dans la prochaine maison, tu vois. Tu vois où je veux en venir. Entre l'archive, oui, tout à fait, bonne idée. Super. Merci Christophe, on t'embrasse très fort. Bonne année encore une fois, et à très vite. Rendez-vous au mois prochain. Toutes et tous. Bonne émission, à bientôt. Merci, ciao. Au revoir. C'est fini pour ce soir, Florent. Ravi que tu aies répondu à notre invitation et c'était un super moment avec toi. Merci à vous. Au revoir, Jean-François. Au revoir à tous, à bientôt. Valérie, ciao. À très vite. Annabelle était avec nous pour nous parler astrologie et l'émission a été réalisée par nos amis Amy Aguirre et Nathan Hilero. C'est fini pour ce soir. Rendez-vous. Écoutez le prochain podcast à partir de mercredi. Mercredi. On vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Bon début de semaine à toutes et à tous. Ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.